Je m'appelle Élise Marchand-Vernet, j'ai 41 ans et je veux vous parler du dimanche où je me suis retrouvée dans la salle de réunion de ma paroisse à regarder le visage de mon ex-mari se figer. Pas de culpabilité, pas de honte, mais avec cette blancheur particulière d'un homme qui vient d'épuiser toutes ses versions de l'histoire. Il y avait un ordinateur ouvert sur la table, un écran accroché au mur, et 4 minutes et 22 secondes d'images de vidéosurveillance dont il ignorait l'existence. Mais j'anticipe. Parce qu'avant ce moment, avant que l'écran s'allume et que la salle se taise d'une façon dont je me souviendrai toute ma vie, il y a eu des mois de quelque chose pour lequel je n'ai pas encore exactement le bon mot. Ce n'était pas simplement de la douleur. C'était quelque chose de plus précis. Se trouver dans une pièce pleine de gens qui vous connaissaient, sentir qu'ils ne vous regardent plus tout à fait de la même façon et ne pas savoir quoi faire de ça. Savoir que quelque chose ne va pas, sans pouvoir désigner exactement la blessure. C'est là que je veux commencer. Parce que si je vous racontais directement la vidéo, vous ne comprendriez pas ce qu'elle a représenté. Il faut d'abord comprendre ce qu'ont été les semaines d'avant. Je suis paroissienne à Saint-Benoît depuis 15 ans. J'y suis arrivée avant mon mariage. J'y suis restée pendant les 8 années qu'il a duré. Et quand Sébastien et moi avons divorcé, il y a 17 mois, la seule ligne que je me suis fixée, la seule, c'était celle-ci. Je ne pars pas de ma paroisse. Il peut garder beaucoup de choses. Il en a déjà pris beaucoup. Il n'aura pas ça. Alors je suis restée. Et pendant un moment, ça a tenu. Il n'est pas revenu tout de suite à la paroisse. J'avais mon banc, mon groupe de prière du mercredi soir, mes cafés du mardi matin avec Solange Diémé, qui anime la pastorale féminine de Saint-Benoît depuis plus longtemps que je n'en suis membre. J'avais ma fille Camille assise à côté de moi le dimanche, qui coloriait les bords du bulletin paroissial avec le stylo qu'elle réussissait à pêcher dans mon sac. J'avais quelque chose qui ressemblait, prudemment, à la paix. Et puis, Sébastien est revenu. J'ai grandi à Clermont-Ferrand, fille aînée d'une famille de 3 enfants. Mon père, Henri, travaillait comme technicien de maintenance dans une usine Michelin et entraînait des équipes de foot du quartier le samedi. Ma mère, Geneviève, était assistante administrative dans une école primaire et chantait dans la chorale de la paroisse chaque dimanche sans exception. Même rang, même cardigan beige, même conviction absolue que le Seigneur l'entendait, elle, personnellement, sur le sol tenu à la fin du Magnificat. Je dis ça avec tout l'amour du monde. Notre maison n'était pas malheureuse. Mais c'était une maison émotionnellement dense. Le genre de maison où l'amour s'exprime par ce qu'on fait pour les autres, pas par ce qu'on dit. Mon père réparait votre vélo. Ma mère vous laissait une assiette dans le micro-ondes. Personne ne s'asseyait pour vous demander comment vous vous sentiez vraiment. On se montrait, on aidait, on ne faisait pas de vagues et c'était ça, dire « je t'aime ». J'ai appris très tôt que préserver la paix était une forme de dévotion. Je l'ai absorbé si complètement que, adulte, je n'avais presque aucun réflexe de défense propre. Je savais gérer une pièce, je savais désamorcer. Je savais lire ce dont quelqu'un avait besoin avant qu'il le formule. Ce que je ne savais pas faire, c'était me lever au milieu d'une situation et dire « ça me fait du mal et il faut que ça s'arrête ». Et si vous avez grandi dans une maison où être la facile était le plus grand compliment qu'on vous faisait, où vous aviez compris que vos besoins étaient négociables d'une façon que ceux des autres ne l'étaient pas, alors je crois que vous voyez déjà où cette histoire va. Si quelque chose en vous vient de se reconnaître, allez-y et cliquez sur j'aime. Abonnez-vous pour être là quand la suite arrive et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul dans ça.
parce que je crois qu'on est plus nombreux qu'on ne le croit. Laissez-moi continuer. J'ai un souvenir précis d'enfance auquel je reviens plus que tous les autres. J'avais 13 ans. Ma cousine Stéphanie avait volé un rouge à lèvres dans une pharmacie de notre quartier. Une pharmacie où nous étions allés ensemble, même si j'attendais sur le trottoir dehors. Quand le gérant a emmené Stéphanie dans son bureau, on m'a fait entrer aussi. J'ai attendu sur une chaise en plastique pendant que Stéphanie pleurait, avouait, et que le gérant finissait par les laisser repartir toutes les deux. Mais il a appelé mon père. Et mon père est rentré ce soir-là et nous a punis à égalité, au motif que le silence face à une faute équivaut à y participer. J'avais 13 ans. Je n'avais rien fait. J'étais sur le trottoir, mais je n'ai pas protesté. Je suis allée dans ma chambre, je me suis assise sur mon lit et j'ai pris une décision, sans comprendre que j'étais en train de la prendre. Je passerai le reste de ma vie à être si clairement, si démonstrablement irréprochable que personne ne pourrait jamais me confondre avec la coupable, que personne ne pourrait jamais me regarder avec un doute raisonnable. J'ai porté cette décision 28 ans sans jamais l'examiner. Je l'ai simplement vécue. Je me suis payé une partie de mes études en travaillant les week-ends dans une librairie du Vieux-Lyon. J'ai fait du droit social parce que je voulais réparer des systèmes cassés pour des gens qui ne pouvaient pas le faire seuls. J'ai construit une carrière dont je suis sincèrement fière. Je gère des dossiers de famille en crise. J'encadre 2 collègues. Ma responsable m'a cité en exemple lors des 2 derniers bilans régionaux. Je suis la personne qu'on appelle quand une situation paraît sans issue. Et quand j'ai épousé Sébastien Vernet à 31 ans, j'y croyais vraiment, que notre foi partagée signifiait des valeurs partagées. Qu'un homme qui se présentait aux kermesses paroissiales, qui citait les évangiles et qui vous regardait dans les yeux en vous serrant la main, était un homme à qui on pouvait faire confiance. Je sais ce que ça sonne aujourd'hui, je sais. Mais je veux que vous compreniez, je n'étais pas naïve, j'étais confiante. Ce n'est pas la même chose. Le mariage n'a pas été violent, il n'a pas été dramatique au sens où les gens l'imaginent parfois en entendant le mot divorce. Ce qu'il a été, de façon lente, constante, c'est une longue éducation à me voir expliquer ma propre réalité dans une version légèrement différente de ce que j'avais vécu. Sébastien était très doué pour ça. Il avait cette façon de reprendre quelque chose qui venait de se passer et de me le restituer dans un cadre un peu décalé, avec un tel calme, une telle rationalité apparente que je passais l'heure suivante à me demander si je n'avais pas mal compris. Il m'a fallu des années pour reconnaître que c'était un schéma, encore plus longtemps pour comprendre que c'était intentionnel. Ma sœur Nadia l'avait compris avant moi. Nadia a 4 ans de moins que moi et elle est construite entièrement différemment. Là où je gère les situations en me taisant, Nadia les gère en disant exactement ce que tout le monde dans la pièce pense sans oser le formuler. Elle n'a jamais été la facile dans aucune situation de sa vie et elle considère ça comme une qualité, ce qui, honnêtement, en est une. Nadia n'a jamais aimé Sébastien. Elle me l'a dit une fois au début de notre relation et je lui ai demandé de ne plus jamais le répéter. Et elle a respecté ça pendant 8 ans. 8 ans à ravaler ses mots lors des dîners de Noël et des goûters d'anniversaire et des événements paroissiaux. À le regarder travailler la pièce, à le voir devenir la meilleure version de lui-même pour tout le monde. À me voir rapetisser sans pouvoir le dire parce que je lui avais demandé de ne pas le dire. Le soir où j'ai finalement appelé Sébastien pour lui annoncer que je voulais divorcer, elle a gardé le silence un long moment. Puis, elle a dit très prudemment « J'attendais cet appel depuis 6 ans. Dis-moi ce dont tu as besoin. » C'est ça, Nadia. Après le divorce, elle était là les soirs difficiles. Elle arrivait avec quelque chose à manger quand je n'avais pas la tête à cuisiner.
Elle s'asseyait à ma table de cuisine pendant que Camille dormait au bout du couloir, et elle me laissait parler jusqu'à ce que les mots s'épuisent. Elle n'a pas une seule fois dit « je te l'avais dit ». Elle savait que ce n'était pas l'amour dont j'avais besoin à ce moment-là. Et c'est Nadia qui a prononcé la phrase à laquelle je n'ai pas cessé de revenir dans les semaines avant que tout éclate. Elle a dit « Élise, il n'accepte pas d'avoir perdu. Il n'a aucune intention d'être élégant dans sa défaite. Et tu dois arrêter de l'espérer. » Je l'avais entendu. Je n'avais pas encore compris quelle forme précise allait prendre sa façon de perdre. Je ne savais pas encore où il allait la porter. Je l'ai appris un mardi soir dans la salle polyvalente de Saint-Benoît, éclairée par les bougies LED que quelqu'un avait disposées sur les tables pour la réunion de pastorale. Quand Solange Diémé m'a touché le bras à la fin de la soirée et m'a dit, très doucement, « Tu devrais parler au père Aubry. Il y a des conversations qui ont lieu en ce moment et tu as le droit d'en faire partie. » Je suis rentrée chez moi. Je me suis garée devant mon immeuble et je suis restée dans la voiture un moment, moteur coupé, vitre fermée. Et puis, j'ai appelé Nadia. Le trajet du retour ce mardi soir-là avait quelque chose d'étrange. Pas dramatique, pas de tempête. Juste cette résistance particulière d'un monde qui a subtilement changé de direction pendant que vous regardiez ailleurs. Je suis restée dans la voiture 9 minutes avant de pouvoir me décider à monter. Mes mains sont restées sur le volant jusqu'à ce qu'elles arrêtent de trembler. Puis, j'ai pris une grande inspiration, le genre qu'on prend pour rappeler à son corps qu'il est en sécurité, et j'ai traversé le hall de l'immeuble jusqu'à ma porte. Camille était dans sa chambre, déjà lavée, déjà à moitié endormie, sauf pour ce dernier frémissement de conscience où les enfants regardent encore le monde comme s'ils pouvaient se résoudre tout seuls s'ils attendaient assez longtemps. Elle a appelé « Maman ?» et j'ai fabriqué ma voix dans la forme habituelle. « Je suis là, ma chérie, je suis juste fatiguée. » Ce que je n'ai pas dit. Je suis fatiguée d'une façon qui ressemble à quelqu'un qui vient de retourner la pièce et qui a oublié de me prévenir. Dans la cuisine, j'ai allumé la lumière et posé mes clés sur le comptoir avec un bruit qui m'a semblé plus lourd que des clés. J'ai ouvert le réfrigérateur. Je l'ai regardé comme s'il était un problème qui avait une solution évidente jusqu'ici. Lait, œufs, reste du dîner de la veille. Normal, ordinaire. Ce sont les choses ordinaires qui vous trahissent quand votre esprit est ailleurs. Elles ont l'air pareilles, mais elles ne rassurent plus. Mon téléphone a sonné. Je n'ai pas sursauté. Mon corps avait déjà pris cette posture alerte et disciplinée qu'il adopte quand quelque chose d'important est en train de se passer. J'ai regardé l'écran. Nadia. J'ai décroché avant la deuxième sonnerie. Élise, elle a dit sans préambule. Nadia ne gaspille pas de mots. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout expliqué. Le geste de Solange sur mon bras, la phrase livrée avec une douceur telle qu'elle ressemblait presque à des excuses de la part de la paroisse pour l'atmosphère qu'elle avait laissé s'installer. Les mots qui n'avaient pas été dits, le silence qui était venu trop vite après. Nadia m'a laissé finir, puis elle a dit avec la franchise directe qui fait parfois mal et qui parfois sauve. On parle de toi. Les gens parlent. Tu le sais. Tu gères des situations comme ça dans ton travail. Je sais, j'ai dit. Ma voix est sortie plus petite que je ne l'aurais voulu. Mais je ne sais pas ce qu'on dit. C'était ça, la vérité acide. Je sentais la pression, je percevais le déplacement, les demi-regards, la conversation qui s'arrête quand j'entre dans la salle polyvalente. Mais je ne savais pas réellement quelle histoire on racontait.
Parce que l'histoire qu'on raconte sur quelqu'un quand on lui veut du mal, ce n'est pas seulement des mots, c'est une reconstruction de vie. Sur les 48 heures qui ont suivi, la reconstruction est arrivée par fragments. Ça a commencé avec Dorothée, une retraitée de l'enseignement, bienveillante, bien intentionnée, d'une ingénuité attachante. Elle m'a appelé le mercredi matin, en plein milieu de ma réunion de suivi hebdomadaire avec mes 2 collègues. Je me suis éclipsée dans le couloir, la porte entr'ouverte derrière moi. « Élise, ma petite », elle a dit, et sa voix portait cette prudence particulière. « Je voulais juste te dire, si tu as besoin de quelqu'un à qui parler, je suis là. J'entends qu'il y a des inquiétudes qui circulent. » « Quelles inquiétudes? » j'ai demandé, sur le ton que j'utilise au travail. Poser la question sans confirmer la peur. « Oh, rien de dramatique, » Dorothée a dit, comme si elle pouvait le vouloir en le disant. « Ta santé surtout. Les gens s'inquiètent. Tu sais comment ils sont. » Ma gorge s'est serrée. « Je l'apprécie, » j'ai dit. « Mais tout va bien. » Après avoir raccroché, je suis restée dans le couloir un moment, à laisser l'air fraîchir mes joues. La santé. C'était le premier niveau. Le jeudi après-midi, c'était devenu quelque chose de plus acéré. Un message vocal d'une femme de mon groupe de prière. « Élise, je voulais juste prendre des nouvelles. Je sais que les situations de famille peuvent peser lourd. Si tu as besoin de soutien, je prie pour toi. » Ça avait atterri comme un diagnostic posé à distance. Le vendredi, ce n'était plus privé. Ça était devenu actif. Quelqu'un à Saint-Benoît savait exactement quel bouton actionner. Quelqu'un avait appris à se rendre crédible auprès des bonnes personnes. Ce quelqu'un, c'était Sébastien. Je connais la forme de la gestion narrative parce que je la vois à l'œuvre dans mon travail. Un parent raconte une version à l'assistante sociale. Un employeur en raconte une autre. Et brusquement, l'histoire n'est plus ce qui s'est passé. C'est une question de qui parle avec le ton moral le plus convaincant. Sébastien avait ce ton. Les gens lui faisaient confiance. Il l'avait toujours eu. Il avait reconstruit sa présence à la paroisse depuis des mois, méthodiquement. Il était revenu après le divorce, non pas avec des excuses, mais avec une présence. Saluer les membres du conseil après la messe, s'attarder, prendre les gens à part au bon moment. Pour la plupart des gens, ça ressemblait à de l'humilité tranquille. Pour moi, maintenant, ça ressemble à autre chose entièrement, un positionnement. Nadia est venue ce soir-là. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a posé ses affaires sur la table, s'est appuyée contre le comptoir et elle a dit « Élise, il utilise la paroisse comme une salle d'audience. Il sait exactement ce qu'il fait. » « Je sais, » j'ai dit. Les mots sonnaient creux. Mais je ne sais toujours pas ce qu'il dit. Nadia m'a regardé un moment, puis elle a dit « Il leur dit que tu as un problème avec l'alcool. Il leur dit que tu es financièrement instable. Il leur dit que tu n'es pas en état d'être la mère principale de Camille. » L'air de la cuisine a changé. Les bruits ordinaires de l'appartement, le ronron du réfrigérateur, le chauffage qui repart, sont devenus un silence fin et hostile. « Comment tu sais ça ?» j'ai demandé. « Parce que les gens parlent et que certains se sentent coupables, » Nadia a dit. « Et les coupables disent la vérité plus vite que les loyaux. » Je me suis assise. Mon corps s'est dirigé vers la chaise comme s'il avait pris la décision avant moi. Mes mains ont recommencé à trembler. Pas de panique. Quelque chose de plus ancien. Ce sentiment d'enfance, d'être mal comprise dans une pièce pleine d'adultes qui croient déjà savoir quel genre de fille je suis. Et puis, j'ai fait ce que je fais toujours quand je suis dépassée. Je me suis arrêtée, j'ai respiré et je me suis mise au travail. Parce que je sais aussi ceci, les accusations ne détruisent vraiment que si on réagit exactement comme l'accusateur l'a prévu.
Si Sébastien pouvait me faire paraître instable, les gens mesureraient ma réputation à l'aune de sa présentation. Si je semblais sur la défensive, ils concluaient que j'avais quelque chose à cacher. J'avais de la documentation. Une preuve discrète, prosaïque, la preuve d'une vie menée avec constance. Les bulletins scolaires de Camille et ses carnets de liaison. Mes comptes rendus d'évaluation professionnelle rangés dans un classeur depuis des années. Le fait que j'étais en suivi psychologique depuis le divorce, non pas parce que j'étais brisée, mais parce que je savais ce que le traumatisme peut faire si on ne le traite pas avec respect. J'avais ces documents. J'avais la trace d'une vie organisée. Je les ai rassemblés dans une chemise cartonnée le soir même, lentement, comme si je constituais un dossier. La partie de moi qui est travailleuse sociale, méthodique, pratique, avait pris le dessus. Quoi qu'il en soit d'autre, c'était un dossier. Et un dossier, ça se traite avec des faits. Quand la chemise a été prête, je l'ai posée sur ma table de cuisine et je l'ai regardée un long moment. Puis, j'ai appelé le père Aubry. Son téléphone de bureau a sonné. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Sa voix mesurée, chaleureuse, maîtrisée. « Élise, » il a dit, « comment puis-je vous aider? » Je sais que des conversations ont lieu à mon sujet, j'ai dit. J'ai gardé ma voix posée. Je ne connais pas les détails. Je ne veux pas supposer qu'il y a une intention de nuire avant de l'avoir vérifié. Mais j'ai besoin que ma place dans cette communauté soit clarifiée. J'ai besoin que vous entendiez les deux versions et pas seulement celle qui se dit le plus fort. Il y a eu une pause, une longue pause, celle d'un homme qui pèse ses mots au lieu de parler vite pour rassurer. « Je vous entends », il a dit, « et vous avez raison de le demander. J'ai entendu des choses. Je ne sais pas encore quoi en penser. C'est la bonne posture pour moi en ce moment. Mais je veux que vous sachiez que je prends ça au sérieux. » Ce n'était pas ce que j'espérais. Ce n'était pas une déclaration. Ce n'était pas une protection. C'était de la prudence. Et je comprends pourquoi. Il ne voulait pas agir par impulsion, briser la communauté prématurément. Il voulait être un pasteur, pas un juge. Mais en raccrochant, ce que j'avais dans la poitrine n'était pas du soulagement. C'était cette sensation ancienne et familière. Être jugé dans une pièce où je n'étais pas, par des témoins qui ne m'avaient pas demandé ce qui s'était passé. Puis, le vendredi, en fin d'après-midi, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai décroché quand même. C'était Solange Diémé. « Élise », elle a dit doucement, et sa voix avait cette tendresse particulière d'une femme qui s'apprête à vous dire quelque chose qui va faire mal, et qui préfère que ce soit elle plutôt qu'une autre. J'ai lu une demande écrite que Sébastien a envoyée au secrétariat de la paroisse. Il demande une réunion avec le conseil pastoral. Il soulève des questions sur votre capacité à assumer seule la garde de Camille. Mon souffle s'est arrêté. Pendant une seconde pleine, mon corps a semblé oublier comment expirer. « Vous êtes sûre ?» j'ai demandé, même si je savais qu'elle l'était. « Oui », elle a dit. Il l'a formulé comme une démarche de soins pastoral. J'ai une copie, je vous l'envoie. Je ne voulais pas que vous la preniez par quelqu'un d'autre. Quand j'ai ouvert le mail dans ma voiture le lendemain midi, les mots, écrits avec un tel soin, une telle rationalité apparente, m'ont fait l'effet d'un document posé sur une table dans une salle d'audience. Le texte portait le même sérieux moral pratiqué qui m'avait un jour convaincu de sa sincérité. Il évoquait l'instabilité, il évoquait les conséquences, il évoquait la nécessité d'une intervention. Je l'ai relu une troisième fois, puis j'ai appelé Nadia. « J'arrive », elle a dit immédiatement. « Dis-moi la date et l'heure. » La réunion était fixée au dimanche après la messe du matin. J'ai passé le reste de la semaine à préparer ce que je dirais, et surtout ce que je ne dirais pas. Je n'argumenterai pas contre ses intentions. Je ne crierai pas. Je ne raconterai pas notre mariage comme une liste de griefs. Je laisserai les faits parler.
parce qu'à ce moment-là, j'avais aussi autre chose. Pas encore des preuves dans les mains des personnes qui comptaient, mais un pressentiment. Le sentiment que quelqu'un avait vu, que quelque part, il existait une trace. Et si vous avez jamais été dans une pièce où quelqu'un réécrit toute votre vie et que vous savez que la vérité existe parce qu'elle doit bien exister quelque part, si vous avez jamais ressenti ce lent soupir qui vient quand vous réalisez que vous n'avez pas besoin de crier parce que la preuve est déjà en chemin, je crois que vous comprendrez ce que ça a représenté. Si quelque chose dans tout ça vous parle, je veux vous poser une question. Est-ce qu'on vous a jamais jugé par des gens qui ne savaient pas ce qu'ils jugeaient vraiment? Écrivez-le en commentaire, je les lis tous. Et quand vous avez fini, laissez-moi continuer, parce que ce qui vient maintenant est la partie que j'aurais voulu pouvoir réécrire pour moi-même. Le dimanche est arrivé avec cette force tranquille que seules les églises savent avoir. La façon dont la lumière traverse les vitraux, la façon dont les livres de cantiques sentent la même chose depuis des années, parce que les mains qui les ont tenus sont toujours les mêmes. La façon dont le café a exactement le même goût chaque semaine, parce que la grande thermos de Saint-Benoît n'a pas changé depuis que je suis arrivée ici. Je me suis habillée avec soin, la robe portefeuille vert sauge pâle, avec l'imprimé floral presque invisible. Mes escarpins caramel, le collier fin en or avec la petite croix que je porte depuis mes 20 ans. J'ai épinglé les mèches du devant de mes cheveux, puis j'ai retiré la pince après quelques minutes et j'ai laissé tout tomber librement. Je n'avais pas l'air défaite, j'avais l'air de quelqu'un qui avait arrêté d'arranger ses cheveux pour l'approbation des autres. Dans mon sac, la chemise cartonnée, organisée, étiquetée, sans précipitation. Les carnets de liaison de Camille, mes évaluations professionnelles, dactylographiées, datées. La lettre de ma psychologue confirmant que j'avais entamé un suivi volontaire après le divorce pour prendre soin de ma santé mentale, parce que Sébastien avait veillé à ne jamais dire traitement explicitement, laissant les gens entendre ce qu'ils voulaient entendre. Je suis arrivée tôt à l'église. Je me suis glissée dans mon banc habituel. Camille s'est installée à côté de moi et a immédiatement commencé à dessiner de petits soleils et des lunes dans les marges du bulletin paroissial avec mon stylo. Elle a levé les yeux vers moi une fois, ses yeux grands et légèrement fatigués, et j'ai serré sa main. « Tout va bien », j'ai murmuré. Et ce n'était pas un mensonge, je le pensais. Sébastien est arrivé juste avant la prière d'ouverture. Il portait un pantalon gris anthracite et une chemise blanche aux manches retroussées au coude. Une performance de sobriété, comme si s'habiller simplement prouvait qu'il n'avait rien à dissimuler. Il a salué les gens avec cette chaleur travaillée. Il a serré des mains, il a souri. Il ressemblait, pour la plupart des gens dans cette pièce, à un homme qui fait de son mieux dans des circonstances difficiles. Après l'office, les fidèles ont reflué vers les portes du fond dans cette configuration familière. Grappe de conversation, salutations, quelqu'un qui réoriente le flux de circulation vers la file du café. Certaines personnes ont évité mon regard complètement. D'autres ont hoché la tête trop vite, trop formellement. Je percevais la différence aussi nettement qu'on perçoit une chute de température. La réunion avait été présentée comme un accompagnement pastoral, une conversation, un effort partagé vers la sagesse. C'est ainsi que Sébastien l'avait formulé. C'est ainsi que le secrétariat de la paroisse l'avait programmé. Ce qui signifiait que la pièce contiendrait le père Dominique Aubry, 3 membres du conseil paroissial, Solange Diémé et Sébastien et moi. Nadia n'était pas sur la liste. Elle n'avait pas été invitée. Elle s'était garée dans le parking et était sortie de la voiture, juste pour s'assurer que je n'entrerais pas seule dans quelque chose. Quand nous avons atteint la salle de réunion, elle m'a suivie à l'intérieur sans attendre qu'on l'y invite. La porte a cliqué derrière elle. Elle a pris sa place contre le mur du fond, bras croisés, bouche fermée.
Pas menaçante, simplement présente. Un rappel que j'avais quelqu'un. Les membres du conseil ont pris leur place. Le père Aubry s'est installé au bout de la table, ses lunettes de lecture posées sur le nez, sa Bible à portée de main. Solange Diémé a pris sa place avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui a présidé plus de réunions qu'on ne l'imaginerait. Son tailleur prune ne bougeait pas, ses perles blanches non plus. Sébastien s'est assis près du centre, la posture détendue, préparée, mesurée. Il ressemblait à un homme en souffrance qui est déterminé à rester digne. Le père Aubry a toussé légèrement. « Merci d'être là », a-t-il dit. Sa voix était lente, délibérée. Cette conversation vise à clarifier des préoccupations qui ont émergé, pas à attribuer des torts avant d'avoir entendu les deux récits. Élise, voulez-vous commencer en nous disant comment vous comprenez ce qui a été dit? J'ai ouvert ma chemise. Je l'ai posée au milieu de la table. Je ne sais pas exactement ce qui a été dit. J'ai commencé, et ma voix est restée posée. Je sais assez pour comprendre que je suis décrite d'une façon qui ne correspond pas à la vie que je mène au quotidien avec ma fille. Je sais que des mots comme instabilité et incapacité et problème de santé circulent. Ces mots se propagent vite, ils ne laissent pas de place à la nuance. Le regard de Sébastien a effleuré la chemise, puis est revenu vers moi, calme. « Élise », il a dit, et il y avait ce ton particulier, celui qui passe pour de l'empathie si on ne le connaît pas. « Je n'essaie pas de te blesser. J'essaie d'être honnête sur ce que j'ai observé et sur ce que je crains pour Camille. » Une pause s'est installée dans la pièce. Le mot « craint » a atterri avec précision. La crainte est une monnaie morale. On ne peut pas la contredire sans paraître insensible. Le père Aubry a hoché la tête légèrement, pas en signe d'accord, en signe de modération. « Continuez, Sébastien. » Sébastien s'est penché légèrement en avant, avec une expression de réticence calculée. « Depuis le divorce, son comportement a changé, a-t-il dit. Il y a eu des difficultés à gérer les emplois du temps, des moments où son calme apparent semblait fragilisé. J'ai des inquiétudes concernant sa relation à l'alcool. J'ai vu l'impact que ça peut avoir sur sa régularité en tant que parent. Je dis ça par préoccupation, pas par animosité. » Les membres du conseil ont bougé, pas visiblement, pas de façon dramatique, mais suffisamment pour signifier qu'ils écoutaient d'une certaine façon. Dans ce mouvement, le danger s'est répandu. Une phrase comme celle-là, prononcée dans le bon cadre, devient un fait dans l'esprit de beaucoup de gens. Je sentais la pièce se réorganiser à nouveau. Solange a légèrement plissé les yeux. Elle n'a pas encore parlé. J'ai fait ce que j'ai fait dans chaque dossier difficile de ma carrière. J'ai refusé de contredire un récit par l'émotion seule. J'ai redressé les documents dans la chemise et j'ai dit « Voici les carnets de liaison de Camille pour le dernier trimestre scolaire. Régulier, constant. Voici mes évaluations professionnelles, datées, complètes, montrant une fiabilité dans le temps. Voici une lettre de ma psychologue indiquant que je suis en suivi volontaire depuis le divorce pour prendre soin de ma propre santé mentale pendant que je reconstruis ma vie. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas une souffrance dissimulée, c'est du soin. » La bouche de Sébastien s'est légèrement crispée. « Ça ne rend pas compte de ce que j'ai observé personnellement, » a-t-il dit. « Des décisions qui ne figurent pas dans des documents. » À cet instant précis, la porte du fond s'est ouverte. Nadia a avancé, sans drama, sans élever la voix, mais avec cette directness absolue qui dit à tout le monde dans la pièce qu'on n'est plus dans une conversation polie. « Avant que ça aille plus loin, » elle a dit en regardant Sébastien droit dans les yeux, est-ce que quelqu'un dans cette pièce sait que Sébastien a déposé une requête auprès du juge aux affaires familiales il y a 3 mois pour réduire le montant de la pension alimentaire?
Parce que moi, je le sais. Et j'ai le document. L'air a changé. Pas un cri. Pas de panique. Une recalibration nette et silencieuse. Un membre du conseil a légèrement tourné la tête. Le regard du père Aubry s'est aiguisé. L'expression de Solange est devenue très immobile. Sébastien a parlé rapidement. C'est sans rapport avec... C'est tout à fait en rapport, Nadia a dit. Parce que vous êtes là à dire à ces personnes que ma sœur n'est pas en état de s'occuper seule de sa fille, pendant que vous essayez de payer moins pour subvenir aux besoins de cette même fille. Ces deux choses se répondent. Le père Aubry a levé une main, non pas pour faire taire Nadia, mais pour ralentir la pièce. « Avant de continuer, a-t-il dit, j'ai besoin de montrer quelque chose à tout le monde. » Il s'est levé et s'est dirigé vers l'écran accroché près de la fenêtre. Il a connecté son ordinateur. La réunion était silencieuse. Elle est devenue suspendue. Les images ont commencé à défiler. Saint-Benoît avait installé des caméras de surveillance 5 mois plus tôt, après un incident de vandalisme mineur dans le parking. Les caméras couvrent l'extérieur du bâtiment, le hall d'entrée et le couloir qui longe la grande salle polyvalente. Sébastien avait parlé à 2 membres du conseil dans ce couloir un dimanche après la messe, convaincu d'être en confiance, convaincu que le cadre était privé. Il ignorait que la caméra était là. La vidéo le montrait clairement. Le son portait chaque mot. On l'entendait dire aux 2 membres du conseil que ma relation à l'alcool s'était aggravée depuis que j'amenais Camille à cette paroisse, qu'il avait retrouvé des bouteilles dans sa voiture à plusieurs reprises et qu'il ne cherchait pas à nuire à sa réputation, mais qu'il se sentait spirituellement obligé de protéger la communauté d'une personne qui n'était peut-être pas ce qu'elle donnait à voir. C'était précis, c'était détaillé, c'était entièrement fabriqué. L'écran est devenu muet. La pièce est devenue muette. Un membre du conseil a repoussé légèrement sa chaise, comme s'il avait besoin de distance physique avec ce qu'il venait d'entendre. Solange a posé ses lunettes sur la table, délibérément, sans théâtre. Ses yeux sont restés sur Sébastien. Sébastien a parlé vite. Ces images sont sorties de leur contexte. Le père Aubry a dit doucement « Sébastien, n'allez pas plus loin. » Ce n'était pas fort. Ça n'avait pas besoin de l'être. Je ne me suis pas levée d'un bond. Je n'ai pas exigé des excuses. J'ai regardé Sébastien et j'ai su, avec une clarté immédiate qui me fait encore frissonner aujourd'hui, que le pouvoir qu'il exerçait, cette réécriture lente et soignée de ma vie, venait de prendre fin. Le père Aubry a accompagné Sébastien jusqu'à la porte. Il n'y a pas eu d'explosion verbale. Il y a eu simplement la phrase qui compte. La paroisse allait prier et la question de l'accès de Sébastien aux conversations pastorales serait examinée par le conseil. Sébastien est parti. À l'intérieur, Solange est venue vers moi et a posé sa main sur mon épaule. Pas dans un discours, juste dans la présence. Je suis restée assise un moment pendant que la pièce se recalibrait. Puis j'ai dit, pas à toute la pièce, presque à moi-même. Je voulais juste qu'on sache la vérité. Je ne demandais pas autre chose. Solange a dit, on le sait, ma fille, on le sait. Et à ce moment précis, quand la vérité était enfin indéniable et que la pièce en avait été témoin, quand le mensonge avait manqué d'air et que ma vie n'était plus réécrite sans ma permission, j'ai ressenti quelque chose que je ne peux pas mettre en mots sans le réduire. Si ce que vous venez d'entendre s'est installé dans votre poitrine comme il s'est installé dans la mienne, cliquez sur « J'aime ». C'est peu de choses, mais ça compte plus qu'on ne le croit. Parce qu'il y a des gens qui se tiennent debout dans des pièces comme celle-là depuis des semaines, des mois, des années,
et ils ont besoin que quelqu'un les voie aussi clairement que vous venez de me voir. Laissez-moi maintenant vous montrer ce qui se passe après la fermeture de la porte et comment une vie change quand la vérité arrive enfin à ses propres conditions. Après la fin de la réunion, la salle de réunion de Saint-Benoît n'est pas restée suspendue indéfiniment. Les gens se sont levés, les chaises ont reculé. Les images de la caméra avaient laissé derrière elles quelque chose qu'on ne peut pas défaire. Un enregistrement qui contredit une histoire soigneusement construite avant que quiconque puisse prétendre avoir mal compris. Le père Aubry a fermé son ordinateur. Son visage n'exprimait pas de triomphe, seulement de la responsabilité. « Nous nous reparlerons », a-t-il dit. « Nous serons délibérés et nous serons justes. » Ce n'était pas la déclaration de clôture d'un curé de cinéma. C'était le langage mesuré d'un homme qui venait de comprendre que la neutralité, tenue trop longtemps, devient de la complicité. Solange m'a accompagnée dans le couloir. Nous avons croisé quelques paroissiens qui traînaient encore après la messe, des mains tenant des tasses de café un peu trop serrées, des yeux qui cherchaient quoi dire maintenant. L'expression de Solange n'a pas vacillé. Elle s'est simplement penchée vers moi et a dit « Vous n'avez pas joué la comédie, vous n'avez pas supplié, vous avez apporté ce qui était vrai. » Et elle m'a laissé avec cette phrase comme un sceau posé sur quelque chose. Nadia m'a suivie jusqu'au parking. Elle ne s'est pas précipitée pour me féliciter. Elle n'en a pas fait une victoire. Elle a simplement pris mes clés sans demander et a dit « Asseyez-toi côté passager, c'est moi qui conduis. » Je me suis assise. Dans la voiture, le silence entre sœurs avait une qualité différente. Pas tendu, pas combatif. Le silence du relâchement. Il pensait qu'il écrivait l'histoire, Nadia a dit au bout d'un moment. Il pensait que tout le monde choisirait le narrateur le plus assuré. J'ai hoché la tête. J'ai gardé les yeux sur les arbres qui défilaient. Il en avait besoin, j'ai dit. Parce que si la paroisse le croyait, il ne perdait pas le mariage. Il le gagnait en changeant ce qu'il signifie. Nous n'avons plus beaucoup parlé avant de nous garer devant mon immeuble. Je l'ai remerciée. Elle m'a serré dans ses bras, fort, long, le genre d'étreinte qui me dit qu'elle est encore en colère, mais qu'elle choisit de me tenir plutôt que d'alimenter ça. Puis elle est repartie. À l'intérieur, l'air de l'appartement a changé lui aussi. Pas brusquement, pas de façon dramatique, mais dans ce premier long instant, après que la porte d'entrée a cliqué, j'ai réalisé à quel point c'était silencieux. Camille était chez ma mère. Je l'avais demandé à Geneviève la veille, non pas dans le secret, mais avec l'intention. Je suis montée lentement et je me suis assise sur le bord de son lit. Ses yeux se sont ouverts. Elle m'a regardée comme elle le fait toujours, avec cette confiance instinctive d'un enfant qui a appris à quoi ressemble la sécurité. « Ça s'est bien passé? » elle a demandé. J'ai réfléchi à la meilleure version de la vérité que je pouvais lui donner. Pas le langage des salles d'audience, pas les accusations. Des gens avaient dit des choses fausses sur moi, j'ai dit, et la vérité a fini par être connue. Des adultes ont veillé à ce qu'elle le soit. Elle a hoché la tête. « D'accord », elle a dit, et elle s'est retournée pour se rendormir. Ce mot, « d'accord », avait plus de poids venant d'elle qu'aucun discours n'en avait eu dans cette salle de réunion. Les conséquences se sont déroulées sur les jours suivants. Et elles ne sont pas venues parce que j'avais appelé quelqu'un ou exigé quoi que ce soit. Elles sont venues parce que les propres choix de Sébastien avaient contraint la pièce à se clarifier. Sébastien a cessé de venir à Saint-Benoît. Il n'était pas là le dimanche suivant. La paroisse, qui avait été prudente à ne pas précipiter son jugement, avait aussi regardé les images, non pas dans un affichage théâtral et public, mais dans la compréhension tranquille qui se répand dans une communauté
quand les responsables savent avec certitude. Quelques personnes ont pris contact directement, certaines avec des remords, d'autres avec une clarté simple. Un membre du conseil a laissé un message qui commençait par « Élise, je suis désolée qu'on n'ait pas posé les questions plus tôt » et qui s'est terminé avant que j'aie eu besoin de m'expliquer. 2 femmes de mon groupe de prière ont envoyé des messages. Solange a fait une déclaration lors de la réunion suivante de la pastorale féminine. Elle n'a pas cité Sébastien ni détaillé les caméras, mais elle a reconnu que de fausses informations avaient été utilisées pour nuire à un membre de la communauté et que Saint-Benoît prenait la responsabilité de ne pas avoir agi plus vite. Le plus important, la tentative de Sébastien de réduire la pension alimentaire n'a pas abouti. La requête n'a pas eu de suite. Elle n'a pas eu besoin de devenir un spectacle public. Elle s'est simplement arrêtée. Le genre de silence qui vous dit que le levier de quelqu'un vient de s'effondrer. Je n'ai pas célébré. Je n'en ai pas parlé à mes collègues au-delà de la réalité simple qu'une situation personnelle avait trouvé sa résolution et que j'allais bien. Les gens parlent, mais ils parlent différemment quand il y a moins de mystère dans l'air. Et ce qui m'a le plus surprise, c'est ceci. Pendant 17 mois, j'avais vécu avec l'idée que si quelqu'un me voyait vraiment, si quelqu'un comprenait vraiment, je ressentirais quelque chose de dramatique. Un soulagement comme un feu d'artifice. Un sentiment soudain de clôture. Ce que j'ai ressenti à la place était quelque chose de plus calme. Un apaisement. Parce que pendant des années, j'avais porté la leçon d'enfance. Le silence face à une faute équivaut à y participer. Et j'y avais répondu en essayant d'éliminer le doute par la perfection extérieure, en préservant la paix, en me conduisant si irréprochablement qu'aucun espace pour le malentendu ne puisse exister. Ce mécanisme m'avait protégée à bien des égards. Il m'avait aussi appris la peur. Dans cette salle de réunion, quand les images de la caméra ont été montrées, je n'ai pas eu besoin de crier. Je n'ai pas eu besoin de prouver mon caractère avec du volume. J'avais seulement besoin que la vérité soit vue. Cette prise de conscience ne m'a pas transformée du jour au lendemain. Elle m'a simplement rendu quelque chose que je m'étais refusé. La connaissance que la confiance n'est pas quelque chose qu'on fabrique seul. Parfois, les gens qui comptent peuvent vous voir même quand vous ne savez pas qu'ils regardent. 2 jours plus tard, j'ai fait une dernière chose, petite, intentionnelle, qui a eu plus de valeur de clôture que n'importe quoi d'autre. J'ai écrit un message à Solange Diémé. Il n'était pas long. Il disait « Solange, merci d'avoir fait confiance à ce que vous avez vu. Merci de ne pas avoir traité la vie d'une femme comme une rumeur à gérer. Je n'ai besoin de rien d'autre que de savoir tranquillement que vous l'avez vu et que ça a compté. » Elle m'a renvoyé une seule phrase. « C'est ce que nous sommes censés faire. » Ce soir-là, après que Camille s'est endormie, je me suis assise à ma table de cuisine. J'ai repensé aux images, à la mise en scène de Sébastien, à ce que les gens confondent avec la force. Pendant des années, j'avais cru que la force signifiait le silence et le bon comportement. Je comprenais maintenant. La force inclut aussi le fait de laisser quelqu'un vous voir clairement. Il y a une chose que je n'ai pas encore dite et que je veux vous dire maintenant. Dans les semaines qui ont suivi la réunion, quelque chose d'inattendu s'est produit. Pas spectaculaire, pas dans un grand geste. C'est arrivé un mercredi matin, autour d'un café dans la cuisine de Solange, dans son appartement du 6e avec ses fenêtres qui donnent sur les toits. Elle m'a dit quelque chose que je n'avais pas vu venir. Elle a dit « Vous savez ce qui m'a frappé dans cette salle? Pas la vidéo. La façon dont vous avez ouvert cette chemise. » Je l'ai regardée. « Vous n'avez pas tremblé? » Elle a dit. «
pas de la façon dont les gens tremblent quand ils ont peur. Vous avez tremblé de la façon dont les gens tremblent quand ils tiennent quelque chose de précieux. Comme si vous portiez la preuve de votre propre vie et que vous saviez que ça valait la peine d'être posé sur cette table. Je n'ai rien dit pendant un moment, et puis j'ai dit « Je crois que c'est la première fois de ma vie adulte que j'ai fait confiance au fait que la vérité suffisait, que je n'avais pas besoin de la crier, de la performer, de la rendre irréfutable par l'excès, que la poser calmement sur la table était suffisant. » Solange a hoché la tête lentement. « C'est long à apprendre ça, » elle a dit. « Pour beaucoup d'entre nous, ça prend toute une vie. » Elle avait raison. Et je ne suis pas sûre que je l'ai complètement appris. Mais je sais que ce dimanche-là, dans une salle de réunion à Saint-Benoît, quelque chose a changé dans ma façon de comprendre ce que je vaux. Je ne suis pas la femme qui a gagné contre son ex-mari. Ce n'est pas comme ça que je vis cette histoire. Je suis la femme qui a finalement compris que la vérité n'a pas besoin de votre permission pour exister. Elle a juste besoin que quelqu'un ait le courage de la montrer. Et Sébastien, je pense à lui parfois, pas avec de la haine, mais avec la compréhension que quelqu'un qui a besoin de réécrire la vie d'une autre personne pour supporter la sienne est quelqu'un qui souffre d'une façon que je ne peux pas résoudre pour lui. Ce n'est pas de la générosité excessive, c'est juste la réalité. Les gens qui font ça ne sont pas des monstres. Ils sont des gens qui n'ont pas appris à perdre avec dignité et qui en paient le prix d'une façon qu'ils ne voient pas encore. Je ne lui souhaite pas de mal. Je ne lui souhaite rien du tout en fait. Je lui souhaite d'apprendre à vivre dans la vérité de ce qui s'est passé, plutôt que dans la version qu'il aurait préférée. Ça prend du temps. Je le sais. Parce que ça m'a pris du temps aussi. Ce que je sais avec certitude maintenant, et que je n'aurais pas su formuler il y a 18 mois, c'est ceci. On ne se reconstruit pas en devenant méconnaissable à soi-même. On se reconstruit en revenant à la version de soi qui savait déjà ce qui était vrai, et en lui faisant enfin confiance. Mon banc est toujours le même à Saint-Benoît. Camille colorie encore les marges des bulletins paroissiaux avec mon stylo le dimanche matin. Le café de la grande thermos a exactement le même goût qu'il y a 15 ans. Et quand je rentre chez moi après la messe maintenant, ce n'est plus avec ce poids diffus, cette pression non nommée, cette sensation de monde retourné. C'est avec quelque chose que je n'arrive toujours pas à nommer parfaitement. Pas de la fierté. Pas du soulagement, pas de la victoire. Quelque chose qui ressemble simplement à être exactement où je dois être. Je m'appelle Élise Marchand-Vernet, j'ai 41 ans, et je sais enfin ce que ça fait d'occuper l'espace qui m'appartient. Si cette histoire vous a touché, je veux vous demander quelque chose avant que vous partiez. Est-ce que quelqu'un vous a jamais protégé discrètement d'une façon que vous n'avez comprise que bien plus tard? Laissez-le en commentaire, je les lis tous. Et si vous croyez que les gens qui nous voient clairement méritent qu'on les garde près de nous, aimez cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas invisible.